appellent les oreilles des feuilles. C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbres, comme les enfants parlent enfants. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond. L'enfant l'entend. Plus tard, l'enfant parle arboriculture avec ses maîtres et ses parents. Il n'entend plus la voix des arbres. Il n'entend plus leurs chansons dans le vent. Pourtant, parfois, une petite fille pousse un cri de détresse dans un square de ciment armé d'herbes mornes et de terre souillée. S.O.S. La tristesse d'être abandonnée qui me fait crier au secours, ou la crainte que vous m'oubliez, arbre de ma jeunesse pour de vrai. Dans l'oasis du souvenir, une source vient de jaillir. Est-ce pour me faire pleurer? J'étais si heureuse dans la foule verte de la forêt, avec la peur de me perdre et la crainte de me retrouver. N'oubliez pas votre petit ami, arbre de ma forêt. À Antibes, rue de l'Hôpital, où l'herbe à chat surgit encore indemne entre les pavés, il y a un grand micocoulier. Il est dans la cour de l'asile des vieillards. Eh oui, c'est un micocoulier, dit un vieillard assis sur un banc de pierre contre un mur de pierre. Et sa voix est doucement bercée par le soleil d'hiver. Micocoulier. Ce nom d'arbre roucoule dans la voix usée. Et il est millénaire, ajoute le vieil homme en toute simplicité, beaucoup plus vieux que moi, mais tellement plus jeune encore. Millénaire et toujours vert. Et dans la voix de l'apprenti centenaire, il y a un peu d'envie, beaucoup d'admiration, une grande détresse et une immense fraîcheur.
leurs silhouettes pyramidales et noires, se dressaient superbement au milieu de taillis qui végétaient dans leur ombre. Vendredi affectionnait particulièrement ces arbres, si caractéristiques de son pays qu'ils en partageaient le nom. Et ils passaient des journées entières tapis dans le berceau de leurs branches maîtresses. Le soir, ils rapportaient à Robinson une poignée de graines ailées contenant une amande comestible dont la substance farineuse était puissamment relevée par une âcre odeur de résine. Robinson s'était toujours gardé de suivre son compagnon dans ces escalades qu'il jugeait simiesques. Ce matin-là, pourtant, il se trouvait au pied du plus haut de ces arbres et, plongeant le regard dans la profondeur de sa ramure, il calculait qu'il ne devait pas avoir moins de 150 pieds de haut. Après plusieurs jours de pluie, la fraîcheur du matin annonçait un retour au beau temps. La forêt fumait comme une bête. Et, dans l'épaisseur des mousses, d'invisibles ruisseaux faisaient entendre leur ramage inhabituel. Toujours attentif aux changements qu'il observait en lui-même, Robinson avait noté, depuis plusieurs semaines, qu'il attendait désormais chaque matin le lever du soleil avec une impatience anxieuse et que le déploiement de ses premiers rayons revêtait pour lui la solennité d'une fête qui, pour être quotidienne, n'en gardait pas moins chaque fois une intense nouveauté. Il empoigna la branche la plus accessible et s'y hissa, songeant vaguement qu'il jouirait du lever du soleil quelques minutes plus tôt s'il grimpait au sommet de l'arbre. Il gravit sans difficulté les étages successifs de la charpente, avec l'impression grandissante de se trouver prisonnier et comme solidaire d'une vaste structure infiniment ramifiée qui partait du tronc à l'écorce rougeâtre et se développait en branches, branchettes, tiges et tigelles pour aboutir aux nervures des feuilles triangulaires, piquantes, squamiformes et enroulées en spirale autour des rameaux. Il participait à l'évidente fonction de l'arbre, qui est d'embrasser l'air de ses milliers de bras, de l'étreindre de ses millions de doigts. À mesure qu'il s'élevait, Robinson devenait sensible à l'oscillation de l'architecturale membrure dans laquelle le vent passait avec un ronflement d'orgue. Il approchait de la cime quand il se trouva soudain environné de vide. Sous l'effet de la foudre, peut-être, le tronc se trouvait écuissé en cet endroit sur une hauteur de 6 pieds. Il baissa les yeux pour échapper au vertige. Sous ses pieds, un fouillis de branches, disposées en plans superposés, s'enfonçait en tournant dans une étourdissante perspective. Il ferma les yeux, appuya sa joue contre le tronc, seul point ferme dont il disposa. Dans cette vivante mâture, le travail du bois, cardant le vent, s'entendait comme une vibration sourde que traversait parfois un long gémissement. L'angoisse desserrait son étreinte. Il rêvait. L'arbre était un grand navire, ancré dans l'humus, et il luttait, toute voile dehors, pour prendre enfin son essor. Une chaude caresse enveloppa son visage. Ses paupières devinrent incandescentes.
Il comprit que le soleil s'était levé, mais il retarda encore un peu le moment d'ouvrir les yeux. Il était attentif à la montée en lui d'une allégresse nouvelle. Une vague chaleureuse le recouvrait. Après la misère de l'aube, la lumière fauve fécondait souverainement toutes choses. Il ouvrit les yeux à demi. Entre ses cils, des poignées de paillettes luminescentes étincelèrent. Un souffle tiède fit frémir les frondaisons. Des années 1930. Elle vient d'épouser George Pemberton, riche exploitant forestier. Ils forment à eux deux un couple de prédateurs, sans scrupules, déterminés à couper tous les arbres de la forêt des Smoky Mountains en Caroline du Nord. Dans l'extrait, un groupe de bûcherons au service des Pemberton est en train de faire la pause. Ils évoquent un autre bûcheron, Galloway, gravement accidenté lors de l'abattage d'un arbre et sauvé par la patronne Serena. Le docteur Cheney, qui intervient aussi dans l'extrait, est le médecin du campement et il suit la grossesse de Serena. Galloway, l'est de retour, nota Demba. Toi qui t'intéresses aux ténèbres, Snipes, voilà de quoi faire, dit Ross. C'est comme si un linceul noir, il se drapait autour des choses dès qu'il passe devant. Et ça, c'est la vérité du bon Dieu, confirma Demba. Ou du diable, ajouta Henryson. Paraît que sa main, quand la touchait le sol, n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se refermer, comme s'il essayait d'étrangler quelqu'un, reprit Demba, et qu'elle a continué pendant 5 bonnes minutes.
Je veux bien le croire, dit Stewart. Personne voulait y toucher à sa main, même après qu'elle a arrêté de bouger, continua Dunbar. Pour tout ce que je sais, elle est peut-être encore dans les bois, là où elle est tombée. Moi, je l'aurais pas ramassée, dit Henderson. En tout cas, pas sans des pincettes et une paire de gants. Ouais, ben moi, j'aimerais mieux faire des mamours à un chien enragé que de toucher sa main, dit Dunbar. Parce que Galloway, ce qui tient comme maladie, c'est autrement pire que la rage. C'est pas moi que je te dirais le contraire, dit Ross, en faisant tomber la cendre de sa cigarette. Tout ce que je sais, c'est que je suis bien content qu'il travaille de l'autre côté, tout comme la dame, la patronne, qui a estimé que ça valait le coup d'y sauver la peau. Plusieurs hommes grognèrent leur assentiment. Il y en a qui disent que c'est pas un garrot qui a arrêté le sang, fit remarquer Dunbar. Paraîtrait que la patronne l'a juste ordonné au sang de plus pisser et qu'il n'y en a plus collé une seule goutte ensuite. Stewart fit la grimace. Moi, j'aurais préféré même pas en entendre causer de la main de Galloway qu'elle s'ouvrait et se refermait, non plus que de tout le reste. Ça va me trotter dans la tête toute la journée. Bon, ben, si on bosse dur, on devrait être sorti de ce foutu trou dès demain. Et du coup, on se sentira tous mieux, lança Snipes en regardant sa montre. Allez, il est le temps de reprendre le boulot. Dunbar et Ross suivirent leur chef d'équipe de l'autre côté de l'eau jusqu'au tulipier, un tulipier qui était le plus grand arbre du creux. Snipes fit ses entailles de manière à ce que l'arbre tombe à l'opposé de là où travaillait l'équipe, en calculant au mieux pour éviter une falaise en surplomb. Dunbar et Ross prirent la scie passe-partout de 8 pieds et Snipes se servit du plus gros de ses coins. En tombant, les branches du tulipier heurtèrent un sycomore voisin et rompirent un morceau de branche aussi épais et long qu'un poteau de clôture. Plusieurs minutes s'écoulèrent, tandis que le morceau de bois restait suspendu à 60 pieds du sol, pris dans une des fourches les plus hautes du sycomore. Une de ses extrémités était habillée de rameaux, l'autre, au contraire, rasée et pointue. Puis, il se libéra et tomba. Mais il fut arrêté encore une fois un peu plus bas. Alors, l'extrémité meurtrière s'inclina vers le sol, tandis que la branche attendait encore quelques instants et paraissait essayer de se décider. Soudain, elle tomba en direction de Dunbar, dont le dos se cambra lorsque sa hache frappa le bois à l'instant même où la branche de sycomore pénétrait entre sa clavicule et sa colonne vertébrale. Son visage s'écrasa au sol lorsque ses genoux ployèrent, le reste de son corps se recroquevillant sur lui-même. Les pieux blancs ne s'étaient pas rompus ni libérés de la chair. Il resta enfoui dans le dos de Dunbar comme une décharge de foudre solidifiée et, à mesure que le morceau de bois succombait enfin à la pesanteur, le corps du bûcheron se souleva lentement en position agenouillée avec une espèce de révérence, comme s'il lui était accordé de regarder une dernière fois le monde. Snipes se laissa tomber à genoux, lui aussi, et posa la main sur l'épaule du mourant. Les yeux de Dunbar pivotèrent,
qu'il avait senti la présence de son camarade, mais en quittant la vie, il ne proféra aucune dernière parole, ni même un dernier soupir. Il n'y eut qu'une larme qui perla au coin de son œil droit avant de rouler lentement le long de sa joue, et il mourut. On dirait que les hommes meurent à un rythme endiablé ces temps-ci, remarqua le docteur Chenet pendant le dîner le soir même. Il me semble que du temps de Wilkie et de Buchanan, il y avait moins d'accidents fatals. Les hommes travaillent sur des versants plus abrupts à présent, répondit Serena. Et les fortes pluies rendent les appuis extrêmement précaires. Oui, nous avons eu beaucoup plus de pluie que les années précédentes, renchérit Pemberton. Le médecin prit sa fourchette et son couteau et détacha un morceau de couenne au bord de sa tranche de jambon. Ah bon? C'est donc cela qui ferait la différence? Quoi qu'il en soit, cette crise financière qui s'éternise nous permet de les remplacer aisément. Les hommes sautent dans les wagons des trains de marchandises pour parcourir 200 miles dès qu'ils entendent parler d'embauche quelque part. J'en ai vu au moins une vingtaine à la gare, pas plus tard qu'hier, aussi dépenaillés que des épouvantails et presque aussi émaciés. On frappa à la porte et deux jeunes femmes entrèrent avec des tasses et une cafetière. Au moment où elles ressortaient, Chenet vit Galloway, debout, près de la fenêtre du bureau. La lumière n'était pas allumée et l'ouvrier était si immobile. On aurait dit une ombre parmi les ombres, à peine plus épaisse que les autres. Cette récente addition à votre ménagerie, chère madame, on dirait plutôt un chien qu'un homme, à voir la façon dont il vous suit partout, nota le médecin en prenant un morceau de jambon dans ses doigts et en le tenant, comme s'il s'apprêtait à le jeter sur le sol du bureau. Vous l'autorisez à manger les restes? Serena porta sa tasse de café à ses lèvres et l'inclina légèrement. Pemberton vit les paillettes d'or étinceler dans les yeux de sa femme. Elle reposa sa tasse et seulement alors se tourna vers Chenet comme pour indiquer qu'elle avait entendu sa réflexion. D'abord un aigle et maintenant un chien sur deux pattes, reprit le praticien. Vous avez des goûts plus qu'étranges en matière d'animaux familiers, madame. Et pourtant, vous les dressez à merveille. Croyez-vous que vous pourriez dresser une des aimables personnes qui viennent de débarrasser la table à me suivre jusque dans mon lit chaque soir? Pourquoi faire, docteur? Pour leur faire prendre un remède contre la virginité. Serena ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit, comme pour mieux fixer son regard sur Chenet avant de parler. Leur expression se fit placide, les iris ne révélant rien d'autre qu'un dédain sourd et gris. Mais vous n'avez sûrement pas un tel remède en votre possession, dit-elle. Belle dame, vos piques ne font pas mouche, effleurent la mauvaise humeur, s'écria le médecin en s'amusant à pasticher le style ancien. C'est la vôtre qui est mauvaise, docteur, pas la mienne. C'est la vôtre qui est colérique, la mienne est flegmatique. Ce
genre de diagnostic est quelque peu dépassé, dit Chenet. Par certains côtés, rétorqua-t-elle, mais il me semble qu'il est toujours valable quant à l'essence de nos deux natures. Lorsque Pemberton et moi, nous nous sommes trouvés, le feu a rencontré le feu, et telle sera l'humeur de notre enfant. Au moins, pouvez-vous en être aussi sûr? Demanda Chenet. Vos propres parents ont bien mal jugé de votre nature à vous. Comment cela? Je veux parler de votre prénom. Mais vos pics non plus ne font pas mouche, dit Serena. Mes parents ont choisi mon prénom avant même que j'aie quitté le ventre de ma mère, tant je faisais le diable pour en sortir. Mais comment savaient-ils qu'ils auraient une fille? La sage-femme le leur avait dit. Une sage-femme le leur avait dit, répéta Chenet, songeur. On dirait que le Colorado est encore plus arriéré que l'ouest de la Caroline. Le médecin se tapota les lèvres avec sa serviette et se leva. Il regarda par la fenêtre. Bien, il fait encore suffisamment jour pour aller chercher des sangsues dans la rivière, dit-il sèchement. Et peut-être qu'ensuite, je lirai un manuel de phrénologie pour me rafraîchir la mémoire. Mais je me coucherai tôt car nous aurons sûrement de nouvelles victimes à déplorer dès lundi. Il avala une dernière gorgée de café et quitta la pièce. Bon chien, dit-il à Galloway en traversant le bureau. Pemberton contempla le ventre arrondi de sa femme. Le feu a trouvé le feu, se dit-il, répétant les paroles de Serena. L'allée où nous marchions en a croisé une autre, verte et fleurie, sauvée des flammes. Nous nous sommes arrêtés, presque chancelants d'une radieuse surprise. Le soleil printanier a repris brusquement son éclat. L'air vif, sa vibration sonore. Et devant nous, blanche et dorée, toute ruisselante d'une allègre jeunesse, une boulassière a glorieusement surgi. Cette blancheur moite et pure était presque trop blanche pour nos prunelles enténébrées. Le rouge pourpre des ramilles brillait, lisse et gonflé. Les feuilles brillaient, gluantes d'une
nous sentions des yeux la saveur. Autour de chaque chaton semblait flotter une poussière de pollen, une petite clarté blonde que le soleil ne faisait point pâlir. Et la mousse, au pied des baliveaux serrés, la mousse, épaisse, velouteuse, d'un vert pur et profond, se lisérait de filets d'or qui semblaient ne la point toucher et qui bougeaient sur elle comme une poussière d'eau lumineuse. Nous avons mis nos mains sur cette mousse pour sentir sur leurs paumes la fraîcheur vivante de l'eau. Chacun des ramuscules abandonnait une grosse goutte tremblante. Nos mains étaient mouillées, comme si nous les avions plongées jusqu'au poignet dans une fontaine verte et glacée. Nous étions tout entiers baignés de cette fraîcheur, soulevés de cette légèreté dansante qui animait autour de nous le peuple des jeunes troncs candides. Ils fusaient de toutes parts, avec le même élan flexible. Leurs branches irradiaient, s'étalaient en jets argentés. Chacun d'eux épanoui en une gerbe de ramilles retombantes dont la chute ne s'achevait point. Les feuilles dégoutelaient des ramilles, y frissonnaient, prêtes à se détacher. Et toute la boulassière était un jaillissement sans fin, frémissait tout à l'infini d'une rumeur d'eau vive, d'un bruissement pressé de cascatelles sur des cailloux.